Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? La nuit Oui, bonsoir. est à vous. Bonsoir. 01 45 24 7000. Oui, bonsoir. Oui, bien, merci. Vos histoires font notre histoire. Intervenez. C'est tous les soirs Noël. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, comme le disait Laurence Thomas, en direct depuis le studio 521 de la Maison de Radio France, avec en régie Joseph Caraballona et Alexia Rivière. Arnaud Caillé est à la console, avec Ludovic Asselot, Sophie Salio-Marie est au droit. Si vous nous appelez au 01 45 24 7000, comme vous venez de l'entendre, vous tomberez sur Ilan ou bien sur Elias. Corinne Valente a préparé cette émission. Jean-Baptiste Audibert s'est occupé de la programmation musicale. Et Patricia Darey, notre invitée. Bonsoir Patricia. Bonsoir Noël. Bonsoir Patricia, et vous êtes journaliste à Radio France. C'est agréable de vous voir en vrai, parce qu'on ne se connaît pas tellement. Vous travaillez à Radio France Berry. Nous, on fait partie des France Bleues, et moi en plus je suis dans une France Bleue Berry, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion beaucoup de se voir. Alors on vous a invité pour ce livre, c'est votre 3e livre, hein, c'est ça? C'est le quatrième, pardon. Oui. Qui s'appelle « N'ayez pas peur de la vie ». Quel beau titre, édité chez Michel Lafon. Alors, le thème est assez sensationnel, hein, communiquer avec l'au-delà, vous êtes médium, mais nous allons parler de la vie d'ici, Patricia, de la vie que nous menons, de notre vie. C'est ça qui est magnifique dans votre livre, parce que vous dites que cette vie, malgré les épreuves, peut-être grâce aux épreuves d'ailleurs, elle peut être jolie. Vous nous donnez quelques pistes. Dépassons nos peurs, qui accentuent notre tendance à vouloir tout contrôler avec notre mental. Développons le lâcher-prise. Renforçons notre confiance en la vie. Ouvrons les portes de la providence, hein, ce sont vos mots. Ouvrons les portes de la providence, ça je l'ai déjà dit, comme quoi si je l'ai dit 2 fois c'est qu'il fallait. C'est important. Voilà. Voyons et récoltons les fruits qui sont à notre portée. Et puis, vous dites quelque chose d'extraordinaire. Nous avons en nous la solution à tous nos problèmes. Ça m'a fait rire. Arrêtons d'accuser les autres de tous nos maux. Ça m'a fait sourire aussi la notion de bien et de mal dans laquelle nous baignons. Cette dualité qui conditionne nos jugements semble ne pas exister dans l'au-delà. Vous allez nous en parler. Et vous soulignez malicieusement qu'on a tendance à trouver que ce qui est bien, eh bien, c'est les gens qui font comme on pense, et ce qui est mal, c'est les gens qui font le contraire. Vous évoquez cette voix intérieure qui vient du cœur, qui nous dit quoi faire. Vous parlez de hiérarchie, de guide. Vous allez nous expliquer. Vous dites aussi que les temps changent, que le temps s'accélère, qu'on a moins de temps dans une journée. C'est intéressant, on est nombreux à l'éprouver. Et puis alors quelque chose qui peut paraître un peu presque scandaleux. Nous avons choisi les conditions dans lesquelles nous venons au monde. Nous avons choisi notre famille. Il y a des familles qui ne sont pas commodes. Vous allez nous expliquer tout ça. La nuit est à vous. Sur France Inter. Vos histoires. Au 01 45 24 7000. Noël Bréham. Voilà Patricia, finalement beaucoup de choses on vous invite parce que vous êtes médium et vous avez cette faculté extraordinaire de communiquer avec des gens, des choses, des entités que nous ne voyons pas ou que nous n'entendons pas, la plupart d'entre nous, et avec qui on a l'impression que vous êtes un peu au téléphone avec quelqu'un d'autre, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Toujours branché sur quelque chose d'autre, toujours en captation, toujours en attention. C'est une chose permanente et qui a été brutale, mais qui depuis 20 ans est devenue presque un accessoire de vie. Je dis pas que c'est... Alors moi, j'utiliserai jamais le mot don, parce que c'est pas un don. C'est une capacité que nous avons tous, mais qui, lorsqu'on la développe, devient un accessoire fabuleux pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Tout ce que je viens de citer là, que j'ai pris dans votre livre, hein, que j'ai cité quasiment mot à mot, c'est extraordinaire qu'on a la capacité de régler nos problèmes. Absolument. Qu'on n'est jamais seul, qu'on a quelqu'un qui nous aide. Toujours. Enfin, Toujours. Et le seul ennemi que nous ayons, c'est la peur. C'est notre seul ennemi, c'est ce qui nous déroute, c'est ce qui nous entraîne vers des voies, des impasses où on a l'impression de ne pas avoir de solution. Mais nous avons les solutions, nous avons tout en main. Il suffit de se recentrer, de se reconcentrer sur soi-même et de s'ouvrir un tout petit peu au lieu de résister. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous résistons à la solution en permanence. Eh oui, nous résistons. Tout va mal parce que nous sommes toujours en résistance devant ce qui s'impose. Et pourquoi on résiste? Parce que ça ne nous convient pas. Parce qu'on ne vit pas pour ce qui est bon pour nous. Nous vivons pour nous projeter dans quelque chose qui n'est pas nous tout le temps.
pour suivre une mode, je veux être ça, je veux devenir ça. Je veux prouver que je veux suis prouver que intelligente. je veux avoir de l'ambition, je veux monter en grade, mais jamais ce qui est bon pour nous. Mais on ne sait même pas qui on est, nous, d'ailleurs. La preuve. Et donc, on est toujours en résistance à ce que la vie nous apporte, à essayer de nous offrir des choses. Et au lieu de dire oui, je vais essayer, oui, je lâche, je vais prendre ça, on dit ah non, moi je veux ça, ça et ça. Donc, ça ne peut pas marcher. Un petit peu comme un enfant à qui on montre comment il faut faire ses lacets, qui vous envoie promener en disant qu'il va les faire tout seul. Et évidemment, il n'y arrive pas jusqu'au moment où finalement. Mais donc, on est un peu comme ça. Je veux me débrouiller tout seul, on résiste. Et puis... On résiste et puis après on dit mon Dieu, comme le monde est cruel avec moi. Mon Dieu, comme je suis malheureux, je suis une pauvre victime. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être autre chose souvent. On n'entend pas, on n'écoute pas. Alors, ce qu'il y a de magnifique dans ce que vous dites, c'est que finalement, si on se met à écouter, à entendre, à lâcher, à s'abandonner, à se laisser un peu comme moi par exemple, je m'engueule toujours avec mon GPS, je lui fais pas confiance. Oui, je avais raison. Mais si alors ça vaut pour le GPS, mais si on a une voix, je me dis n'importe quoi, mais non, c'est pas du tout comme ça c'est pas par là qu'il faut passer. Mais si on a une voix, une intuition, il faut, contrairement au GPS, il faut l'écouter. Eh bien, il faut écouter l'intuition. Moi, je me suis souvent plantée avec mon GPS dans ma voiture. J'ai tourné en rond et tourné en rond des heures et des heures. À partir du moment où j'ai commencé à laisser tomber mon GPS et j'ai suivi mon intuition en disant on va suivre les panneaux, on va suivre son instinct, je me trompe beaucoup moins. C'est très étrange. On a toujours besoin de faire confiance à de la technologie, à des choses que nous avons créées, inventées plutôt qu'à soi-même. Ah oui. C'est très très curieux. Plutôt nous sommes quand même un peu tordus. Oui. Hein? Finalement, on ne se fait pas confiance, on ne s'aime pas énormément. On s'aime pas beaucoup. Ouais. On s'aime pas beaucoup, mais là encore, on trouve des explications. Je m'aime pas parce que quand j'étais petit, on m'a pas fait confiance. Je m'aime pas parce que je suis pas capable de faire grand chose. Et puis, alors après, on essaie de sortir de ça en aidant. Alors moi, je veux aider les autres. Aider les autres, ça veut pas dire aider les autres. C'est souvent pour montrer qu'on est quelqu'un de bien. C'est pas pour aider qu'on le fait. Ouais. C'est toujours l'ego. Et donc, ça marche pas. Bien intéressant. Merci Patricia Daré. Nous allons parler donc de tout ça à développer jusqu'à 1h du matin. Et nous avons en ligne Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Noël, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Vous nous appelez de Montréal. Oui, c'est ça. Et vous êtes musicien. Non, je pense que non. Non, bon, alors Noël, fais-toi confiance. Abandonne la technologie, ne regarde pas l'ordinateur et écoute Olivier. Alors Olivier, je vous écoute. Alors la semaine dernière, oui. Je suis allée visiter le Centre des sciences de Montréal, oui. qui projetait un film qui s'appelait Les mystères du monde invisible. Et avec ce film, j'ai vu vraiment des choses impressionnantes car on montrait tout ce qu'on ne voit pas en rapport avec la vie. Et vraiment, c'était vraiment impressionnant. Et c'est des choses qu'on ne voit pas parce qu'elles font partie d'un monde, on va dire, subtil et invisible ou parce que c'est trop petit? Un peu des deux. Ah. Alors, vraiment un peu des deux. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne saviez pas, Olivier? Que parfois, il y a des choses qui existent qui sont vivantes et que on ne sait pas l'existence. Et vraiment, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est des organismes qu'on ne sait pas qu'ils existent. Mais des choses... Pardon. Des choses qu'on ne sait pas qu'ils existent, mais qui peuvent avoir une influence sur la vie. Des choses ou des êtres? On peut dire des êtres. Et dans ce film, il disait que ces êtres que vous dites avaient une influence sur notre vie. Dans ce film, il y avait une communication entre nous et ces êtres, entre ces êtres et nous? Pas pour le moment. Ah. Il n'y avait pas nécessairement une communication. Alors, si vous voulez bien, on va peut-être faire un rapprochement avec ce que dit Olivier, Patricia Daré. Alors, je n'ai pas vu le film qu'a vu Olivier, donc c'est un peu difficile de comprendre, mais on va essayer de s'arranger. Olivier, j'espère qu'on va arriver à vous éclairer. Vous, Patricia Daré,
vous êtes là, dans ce studio, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous deux. Et vous dites qu'il y a du monde. Non, il y a du monde. On n'est jamais seul, on n'est jamais tout seul. Ouais. Il y a toujours des choses qui gravitent autour de nous, des choses de l'invisible, des choses qui sont soit captables parce qu'on sent des présences, soit visibles quand on peut les voir. Il y a forcément du monde ici qui passe. Mais alors, ce que dit Olivier, c'est intéressant parce qu'on essaie de projeter à travers un film, on essaie de projeter ce qui se passe dans un univers. Alors ça peut être des microparticules, ça peut être des bactéries, ça peut être, je sais pas ce qu'a vu Olivier, c'était sans doute des particules, des choses comme ça. C'était beaucoup plus scientifique, on va dire, qu'ésotérique, ce que vous avez vu, Olivier. C'est plus scientifique, mais en même temps un peu ésotérique aussi. Oui, c'est plus scientifique parce qu'effectivement, il y a des tonnes de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ce qu'on voit n'est qu'illusoire. Toutes ces choses matérielles sont illusoires. Il y a autant de choses dans l'invisible que dans le visible. Nos yeux ne captent une réalité matérielle parce qu'on voit la matière, cette matière qui est densifiée. Mais tout ce qui n'est pas densifié est aussi important dans l'invisible. Et certaines personnes ont la capacité de les voir ou de les sentir, d'autres moins, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui, je comprends. C'est pas parce que, par exemple, quand on a dit qu'il fallait se laver les mains, c'est pas parce que je voyais pas les microbes sur mes mains qui n'existaient pas. N'empêche qu'il fallait les enlever pour pas contaminer bien sûr d'autres malades pour un médecin, par exemple. Donc les microbes existent même si je les vois pas. Les entités existent même si on les voit pas. Absolument. C'est pour ça que le film d'Olivier est intéressant. Et alors finalement, mais ça va peut-être vous choquer, Patricia Darey, à quoi elles servent? À quoi servons-nous? Nous. Est-ce qu'on doit toujours se mettre au centre de tout? Vous savez, ça me ramène un questionnement, c'est quand les gens achètent une maison. Première chose qu'ils disent, c'est j'ai acheté une maison, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas bien, il y a une présence, je vais nettoyer. J'ai appelé quelqu'un pour nettoyer. On va chasser. D'accord. Cette présence est gênante. Voilà. Bon. Mais je dis, mais qui est le plus gênant? C'est nous, c'est la présence. Pourquoi devons-nous toujours nous mettre au centre du monde, au centre de l'univers visible et invisible? Pourquoi ne pas respecter ce que nous ne voyons pas? Et cohabiter. Et cohabiter, tout simplement. Il y a des entités qui vivent dans des endroits depuis si longtemps, qui ne vivent pas parce qu'elles sont perdues, elles vivent parce qu'elles ont choisi d'y vivre. Nous arrivons et nous voulons chasser tout le monde. Nous sommes les conquistadors éternels qui avons décidé que nous ferons la loi et le monde doit tourner autour de nous. Et je trouve ça dommage parce que cela nous prive de nos sens. C'est-à-dire, la plupart des gens n'ont pas envie de ressentir. Après, les gens me disent, moi je veux pas entendre parler de ça. La peur. Ah non, moi je veux pas savoir. Je veux pas savoir que ça existe, je veux pas ça. Je veux exister tout seul. Cette volonté de ne pas comprendre qu'avant d'être ici, on était ailleurs, qu'après avoir été ici, on sera encore ailleurs. Non, je suis ici et ça me suffit. Mais c'est quand même très peu. C'est quand même une information extrêmement réduite pour comprendre notre destin, pour comprendre pourquoi nous sommes là. Parce que si nous nous posons la question pourquoi je suis là, c'est évidemment pas pour me lever le matin, me laver les dents, aller bosser. Il y a bien une autre finalité, sinon ça n'a aucun sens. C'est peut-être pour ça qu'on se sent seul et qu'on éprouve ce vide existentiel si inconfortable. Bien sûr, nous nous sentons seuls parce que nous résistons à toutes les informations qui nous arrivent en permanence en disant « je ne veux pas ». Les psychorigides sont des gens qui ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de couper toute intrusion énergétique, toute information, et à force de les couper, ils ne ressentent plus rien. Et ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls, mais ils ne se posent même pas la question, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Les hystériques, parce que dans un livre que j'ai écrit avant celui-là, L'invisible et la science, j'avais discuté avec une psychanalyste et on s'était posé la question entre une médium et une psychanalyste. Eh bien, on avait détecté que pour être médium, il faut être hyper hystérique. Ah bon? Mais oui. Alors l'hystérie, pas l'hystérie des fans de Claude François. Oui. L'hystérie un peu freudienne, c'est-à-dire que Freud a soigné beaucoup d'hystériques qui avaient cette capacité. Vous savez, ces jeunes filles... C'était son travail au départ. Mais... Ben oui, alors il soignait les hystériques qui faisaient tomber des pluies de pierres dans les pièces, parce que ça existait. Ça, oui, je savais pas. Il pleuvait des pierres, des cailloux. On a soigné des jeunes filles qui créaient des phénomènes de poltergeist, qui déplaçaient les tables, les objets, etc. C'est l'hystérie qui fait tout ça. C'est une énergie incroyable qui est très féminine,
qui est surtout hyper féminine, qui est une espèce de déséquilibre, on va dire, énergétique Hystérie, ça vient féminin. d'utérus, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et qui provoque des phénomènes et qui rend les gens très, très sensibles, hypersensibles. Donc les hystériques captent. Les psychorigides, non. Donc on avait vraiment déterminé 2 types de personnes, les hystériques et les psychorigides. Et presque ennemis. Ouais. Parce qu'ils vivent dans 2 mondes différents. L'hystérique va tout capter, c'est-à-dire elle va capter une présence, une atmosphère, des pensées chez quelqu'un, ne va pas pouvoir s'asseoir à tel endroit, va déclencher des phénomènes. Et puis Voix des auras, parce qu'Olivier Oui. disait que dans le film dont il nous parlait, Olivier, on est avec vous, même si on vous parle Oui, pas, tout on à pense fait. à vous. Je sais. Vous disiez que vous aviez vu des auras dans ce film. Enfin, Oui. on parlait des gens et de leurs auras. Bien sûr. Bah oui, tout à fait. Oui. C'est ça? Oui, on en parlait un tout petit peu. Il y avait une petite partie consacrée à ça dans le film et c'était vraiment intéressant. Alors vous, vous l'hystérique entre guillemets, Oui, hein, oui, vous voyez les auras parce que vous lâchez. Oui. Et moi, je Oui, vois de vous êtes- temps en temps. de temps Ça en dépend temps. de mon état énergétique. C'est-à-dire, si je suis fatiguée, je vois Ouais, moins. d'accord. Si je suis en pleine forme, ou si Ouais. c'est pas même pas être en pleine forme, c'est avoir. Parfois, je me lève, je dis tiens, c'est une journée où je vais capter tout. Je ne Ouais. sais pas pourquoi. Ouais. Et puis il y a des jours, je me lève, je dis tiens, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fermé, quelque chose qui va être moins. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est l'inconscient. C'est un peu l'énergie, quoi. L'énergie qu'on a ou pas. Et effectivement, parfois je vois les auras, je vois Si quelqu'un est pas bien, fatigué, je vois malade. les gens s'ils sont malades, Ouais. je ressens s'ils sont bien ou pas bien, je ressens les entités qui sont derrière ces personnes et qui ont envie de parler. Bon, mais je ne sais pas pourquoi je ne le commande pas. En fait, ça ne se commande pas, cette chose-là. C'est peut-être la seule chose, la médiumnité, qui ne se commande pas. On ne peut pas se dire, tiens, je vais me mettre à mon bureau et aujourd'hui, je vais recevoir des gens pour capter les morts, pour discuter avec les morts. Ça ne peut pas se faire comme ça. Quelque chose qui est furtif, qui passe, qui est fugace. On va capter, on va voir, puis plus rien. Puis quelquefois, plus rien pendant une semaine. Et puis quelquefois, sans arrêt pendant un mois. On ne sait pas pourquoi. Vous adaptez en permanence, en fait. Sans arrêt, on n'est jamais les mêmes. Ça nous oblige aussi, moi ça m'oblige à me reconsidérer tous les jours. Il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre et je me reconsidère tous les matins. Parce que je ne suis jamais la même, comme nous tous, mais je dois beaucoup plus faire un effort en fait d'adaptation. Quel programme. Merci Patricia Daré. Nous continuons à en parler avec vous jusqu'à 1h du matin et vous nous téléphonez si vous en avez envie au standard 01 45 24 7000 comme l'a fait Olivier à qui je dis bonsoir. C'est un peu compliqué Olivier de parler avec vous parce que vous êtes à Montréal, il y a un temps d'attente. Alors c'est vrai que la conversation... Oui. Pas aussi, moi je trouve pas. Pas très, mais j'avoue qu'un petit temps d'attente de 3 secondes, je crois. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir appelés, Olivier. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Bonne vous aussi. soirée. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, soit vous appelez comme Olivier, soit vous nous laissez un message sur notre Bob Dylan et Johnny Cash qui a été choisi par Jean-Baptiste Audibert et Joseph Caraballona. Merci à tous les deux. Alors, cette notion de temps que nous évoquions pendant le disque avec vous, Patricia Daré, c'est que finalement, nous, on a une idée du temps qui est un peu compliquée. On ressasse un peu le passé, on organise l'avenir. Du coup, on n'est pas trop là dans le présent. Et vous dites qu'avec l'invisible, le temps n'est pas le même que celui qu'on organise dans il n'est pas. Dans la matière. Ouais, Il n'est pas, tout simplement. C'est-à-dire que quand on capte quelque chose dans l'invisible, j'ai un pied ici toujours, et j'ai un pied de l'autre côté. J'ai un pied dans le temps créé par nous, donc avec toutes ces contraintes, parce que c'est le temps pour moi, et l'espace, c'est de la contrainte. Et de l'autre côté, c'est le temps sans contrainte, et l'espace sans contrainte. C'est-à-dire, c'est le non-temps. Donc, il est difficile de discuter ou de communiquer avec quelqu'un qui vient du non-temps et d'être ici dans le temps. Parce que tout à coup, on ressent une espèce de lourdeur ici, Ah oui. mais c'est très lourd ici. Et de l'autre côté, cette légèreté où il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de temps. On est en apesanteur. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même discuter avec une entité du passé, bien sûr, moi je vois une entité du passé parce que il me dit qu'il est du passé, il est de mon passé. Mais la question que je pose toujours à l'entité, c'est qu'est-ce que vous voyez quand vous me parlez, puisque je suis votre avenir. Or l'avenir, on ne peut pas le voir, puisqu'il n'est pas advenu.
On ne peut voir que des choses qui sont advenues. Moi, je peux voir le passé, je peux parler avec un gallo-romain, parce que je sais comment étaient faits les gallo-romains. Donc, mon cerveau va chercher dans l'archivage, effectivement, des correspondances. Mais le gallo-romain qui parle à quelqu'un en 2016, comment il fait pour savoir comment ce sera en 2016? C'est impossible. Donc, je lui dis, qu'est-ce que tu vois quand tu me vois, quand tu me parles? Et alors, c'est très intéressant parce qu'ils disent, parce que personne ne demande jamais aux fantômes ce qu'ils voient quand ils parlent. C'est vrai, c'est ce que je pensais, moi. Jamais. Vous le disiez, on leur On n'aura jamais oui, demandé. oui, Alors c'est moi, vrai. comme je suis un peu, un peu curieuse, et je pose 1000 questions, je dis, qu'est-ce que tu vois? Alors on me dit, je vois une forme. D'autres m'ont dit, je vois une boîte. C'est une voix qui sort de la boîte. C'est parce que vous travaillez à la radio. Mais c'est très drôle, parce que, en fin de compte, je n'existe pas. Moi, je n'existe pas. Or, depuis qu'on parle, alors Oui, surtout pour lui, depuis les c'est encore. siècles que les médiums parlent de leur conversation avec les morts, ils ont l'impression d'exister tels qu'ils sont avec les morts, que les morts leur disent, les morts du passé lointain leur disent, tu vas faire ça demain. Mais non, c'est pas possible, parce que le passé lointain ne peut pas nous voir. C'est étonnant, hein. Nous avons Ludovic en ligne. Bonsoir, Ludovic. Oui, bonsoir Noël. Bonsoir. Alors, Ludovic, vous êtes dérangé, on dirait un peu, hein? Oui, je suis dérangé, je m'inscris un petit peu en faux Ouais. contre toutes les théories qui sont développées depuis le début de l'émission. Ouais. Je pense que tout ça en fait vient de la même chose. C'est-à-dire que à un moment, l'homme, quand il a commencé à se développer, à réfléchir, je parle de ça il y a très longtemps, et ça se poursuit aujourd'hui, l'homme a toujours eu et se dire, mais On vous perd un petit peu, Ludovic. Si vous êtes avec un portable, bougez pas. alors vous m'entendez? Voilà, ouais. Alors je bouge plus. Bon, bravo. Oui, donc l'homme a toujours eu besoin de se rassurer sur sa présence, sur la raison de sa présence sur Terre. Donc il a inventé les religions, et les religions monothéistes ont été bien évidemment les pires choses, les pires créatrices, les pires Oui, de problèmes. Voilà. Génératrice de problèmes, voire de guerre, voire d'énormes violences. J'imagine que c'est là que vous voulez en venir. Oui, je pense qu'à elles seules, elles ont fait plus de mal que tous les cataclysmes et les soubresauts de la planète, et des épidémies. Alors, dans la première page du livre de Patricia Daré, vous dites que vous êtes sans religion. Je suis absolument laïque et sans religion. Je ne suis pas du tout religieuse. Hein. Ouais. Moi j'ai été élevé chez les frères, chez les oratoriens. J'ai fait 10 ans de pensionnat. Donc j'ai beaucoup étudié les religions. Je ne parle pas de religion, moi. Hein. Quand je parle de médiumnité, je ne parle pas de religion. Il n'y a aucune religiosité là-dedans. Hein. C'est beaucoup plus quantique, en fait, que religieux, ce que je dis. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord quant à la quanticité des choses. Mais ce qui me choque, c'est que les gens aient toujours besoin de se raccrocher à une identité qui serait immanente, qui serait au-dessus de nous, au-delà de nous, alors que, je veux dire, à l'échelle de l'existence de la Terre, l'humanité n'est qu'une tout petit. C'est très. Vous saviez, on dit. N'est qu'un minuscule épisode. Oui, bien sûr. Bien d'accord, oui. C'est un minuscule épisode, qui va même pas durer longtemps. On va prendre les choses justement parce qu'on parle de temps. On va prendre les choses une par une. Ludovic, c'est intéressant ce que vous dites. Vous évoquez les religions. Ça va nous permettre de dire, Patricia, de répéter ce que vous venez de dire. Oui, je suis pas du tout. Non, c'est pas mon truc du tout. J'en parle jamais. Et effectivement, c'est une création terrestre, qu'on abandonne quand on passe de l'autre côté. Voilà. Et alors cette histoire aussi qu'évoque Ludovic de finalement l'homme, ça fait pas longtemps. L'histoire de l'univers ou de la Terre, parce que finalement, vous dites vous-même, Patricia, que dans les entités que vous percevez, il n'y a pas que des gens qui sont sur Terre, il y a d'autres mondes. Il y a des dimensions parallèles, il y a des choses qu'on ne peut pas définir, c'est vrai. Beaucoup de gens captent des choses qui ne peuvent pas dire. Une personne n'en parle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas beaucoup parler parce que tout de suite,
il y a un truc politiquement non correct. C'est pour ça que... Vous voulez pas passer pour une dingue, disons les choses Mais comme elles je sont. m'en fous. Ah, de l'opinion qu'on a de vous. Ah oui, complètement. Ah ouais. Parce que je me dis qu'à force de ne jamais vouloir passer pour une dingue, de ne jamais parler de ce que tout le monde vit, La on peur, finit encore par la ne... peur. Encore la peur de La l'ego, peur d'avoir qu'est-ce l'heure, qu'on va la dire de peur. moi, etc. Moi, je m'en fous ce qu'on va dire de moi. Moi, à mon âge, j'ai plus rien à craindre. Je veux juste dire ce que je vis avant de mourir. Et bizarrement, depuis 4 ans, j'ai sorti les bouquins, des tas de gens sont venus me dire, moi aussi. Donc je dis, au moins, on est assez nombreux à avoir tué ce qu'on a vécu clandestinement parce que la société ne veut pas l'entendre, La parce peur que du ce n'est jugement. pas parce que les gens ne veulent pas l'entendre, que ça fait peur, parce que on se dit c'est pas possible, comme si la vie elle-même était possible, explicable. Mais je trouve ça étonnant. On ne veut pas expliquer qu'on puisse communiquer avec autre chose. Et on peut expliquer notre présence ici, mais c'est incroyable. Je trouve ça étonnant. Ouais, c'est Même magnifique. notre vie est inexplicable. Ludovic. Si vous m'entendez, Patricia. Oui, on vous entends. entend. Allez-y. Mais non, mais vraiment, je n'ai rien contre vous. Non, On a je- compris, j'entends bien, on a bien compris. sûr. D'ailleurs, vous n'avez pas une Personne- voix. Personnellement, et je ne cherche pas à nier ces thèses. Simplement, j'explique que tout cela est dû à la peur des hommes de se sentir sur Terre parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Voilà. Et alors après, ça s'exprime par les religions, ça s'exprime par toutes sortes de croyances, ça s'exprime par je parle à des personnes qui sont disparues, voilà. Mais tout ça est pour moi Une invention pour calmer une angoisse. du même acabit. Voilà, D'accord. c'est-à-dire qu'on a simplement peur d'être simplement vivant pour une courte durée. Voilà. D'accord. Merci Ludovic. C'est vrai que c'est intéressant. D'abord, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci d'avoir soulevé ce problème. Effectivement, alors, laissons les religions parce que ça, on a compris. Oui, Ludovic, oui, qui compte, oui, vous aussi, oui. il n'est pas Il n'est question. pas question de parler de Il n'est religion. pas question, d'ailleurs. quelle qu'elle soit, ni l'une plus que l'autre, c'est pas votre truc. Ludovic dit que finalement, vous avez, sans mépris, mais inventez-vous et tous ceux qui l'ont vécu, qui et l'ont qui vécu, vivent encore. Ouais. qui inventent comme un petit peu un enfant s'invente des personnages pour pas être tout seul. Ça serait tellement pratique. C'est-à-dire qu'on n'aurait même plus besoin de rechercher, on n'aurait même plus besoin de comprendre, on n'aurait même plus besoin d'être stupéfait par certains événements qui arrivent. Les physiciens quantiques n'auraient même plus besoin de rechercher actuellement. Ce qu'ils sont en train de rechercher, c'est-à-dire des correspondances exactes avec ce que vivent les médiums. Ça serait tellement pratique de jamais se poser de questions. C'est-à-dire vivre et puis se dire, on vit, on meurt, on s'en fout. On vit, oui. Ici et maintenant, oui, mais on se pose quand même des questions essentielles. Il me semble que la spiritualité, l'esprit, est une chose tellement plus puissante que ce qui est enfermé dans ce corps et qui ne fonctionne qu'au 10e, en fin de compte. L'esprit est une chose immense. Et comment expliquer alors les gens qui ont des expériences aux frontières de la mort? Comment expliquer tout ce qui est inexplicable? C'est encore une fois, je pense, réduire les gens au silence. Et moi, je pense qu'on est dans un temps, aujourd'hui, avec cette accélération du temps, avec ces sociétés qui changent, avec cette spiritualité, mais spiritualité au sens esprit, ouverture de l'esprit, nous sommes en train de vivre un véritable changement. Il y a une ouverture qui se fait et les gens ont envie de parler. Les gens ont envie de dire, mais on ne parle plus d'un au-delà obscur du 19e siècle avec les tables tournantes. C'est fini, ça. C'est fini. Kardec, c'est terminé. On est loin de tout ça. On parle d'une ouverture de chacun vers autre chose. Et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui, dans sa vie, n'a pas vécu un phénomène étrange, même s'il l'a relégué, même s'il l'a refoulé. Tout le monde a vécu quelque chose d'étrange qui lui a fait poser la bonne question. Mais qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que je suis capable d'entendre ou de voir ou de ressentir? Si vous avez vécu des phénomènes étranges, ou si vous aimeriez peut-être bien en vivre, ou si au contraire vous voulez surtout pas en entendre parler, parlez-nous-en au 01 45 24 7000. Soon. La nuit est à vous. Allô? Laissez vos messages sur le répondeur de l'émission. Vos messages Oui, bien, merci. au 01 56 40 69 79. Vos commentaires sur franceinter.fr.
Alors, nous avons reçu sur franceinter.fr ou sur Facebook, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook, un message de Jean-Marie qui dit passionnant sujet. Madeleine qui dit je me réjouis de retrouver Patricia Daré dont j'ai lu un livre sur l'au-delà. J'achèterai sans doute son dernier livre. Votre dernier livre, c'est N'ayez pas peur de la vie. C'est édité chez Michel Lafon, Patricia Daré. Et donc, elle dit, Madeleine, que ce sujet l'intéresse, qu'elle a beaucoup d'expérience avec des entités décédées, avec des êtres d'outre-espace, dit-elle. Elle dit oui, nous sommes entourés d'êtres invisibles. Je crois aussi à la réincarnation. Nous avons un message de Domi. Bonsoir, je me pose ces questions depuis très longtemps. Je suis impatiente d'écouter la fin de cette émission. Et Sylvie, qui est une consoeur, je vais vous rejoindre ce soir. J'ai lu tout le livre de ma consoeur Patricia. C'est un plaisir de vous écouter sur France Inter. Et Sylvie travaille sur France Bleu Creuse, Radio France Creuse. Je dis France Bleu, pardon, ça me rajeunit pas. C'est France Bleu Creuse. C'est France Bleu Creuse, pardon. Tout à fait. Donc voilà, on est entre animatrices de Radio France. Ça, alors on va pas continuer dans l'entre-soi. Grâce à vous, Max qui nous appelait. Bonsoir Max. Oui, bonsoir. Je suis très content de vous entendre sur un sujet qui est un joli sujet, Ouais. un sujet profond. Oui, Voilà. c'est vrai. Oui, c'est un sujet profond, c'est vrai, c'est vraiment le mot. Mhm. Alors, qu'est-ce que moi, ça vous évoque? moi, je vais vous dire. Donc, d'abord, je suis un type particulièrement rationnel. Ouais. Je ne fais pas tourner les tables, je fais pas des trucs comme ça. Non, d'ailleurs, on peut en reparler. Il faut pas. Hein, Patricia, vous dites ça dans. Ça, dans c'est vos- plus d'ailleurs. C'est C'est pas plus une bonne du tout idée. la mode. C'est pas la mode maintenant. Ouais. Simplement, c'est un petit bonhomme de presque 60 ans. Ouais. Et ma vie était faite de rebonds, enfin, etc. Une vie, quoi. Plutôt une vie dans un cadre plutôt dans le cadre d'affaires. J'ai eu le bonheur d'avoir une vie sentimentale qui s'est très très bien passée, qui continue. Donc du coup, c'est plutôt dans le domaine des affaires que les choses ont été un peu marrantes. Et dans le domaine des affaires, on est confronté à des besoins immédiats. On fait une action, on engage un processus, on tire derrière nous des gens, on leur fait partager une idée, etc. Et puis on a besoin d'une sanction immédiate. On a besoin très vite que tout ça ait du sens et puis que ça fabrique des résultats, des sous, qu'on paye nos salariés, puis qu'on reparte à l'assaut pour une nouvelle affaire. Donc on est constamment en train de bousculer un peu les événements pour que ça fonctionne. Et bien figurez-vous que ça fonctionne pas toujours. Ouais. Et ce qui fonctionne pas toujours, en fait, ce que c'est que on avance et on impose son calendrier. On impose son calendrier aux événements. Et les événements, on ne sait pas trop ce que c'est. Et tant qu'on est super rationnel comme ça, en disant non mais attends, ça c'est parce que j'ai pas fait ça, alors si je refais ça, alors ça va marcher, etc. Moi j'ai choisi depuis maintenant une bonne vingtaine d'années de faire autrement et de me dire bon, je fais une action, je la tente, bon elle passe, tant mieux. Et si elle passe pas, je vais essayer de respecter le fait que ça passe pas. Je vais respecter un petit peu ce que j'appelle moi une certaine vie cosmique. Il faut donner des noms. Hein. Comme je sais pas trop de quoi je parle, j'ai donné ce truc-là en disant, vous savez parfois, vous appelez quelqu'un, vous l'appelez une fois, il vous répond pas. On tentez le coup une heure après, sa secrétaire vous dit elle n'est pas disponible. Je vais vous dire, ne l'appelez pas une troisième fois, c'est juste pas le jour. Ah, oui. Et laissez passer 2 jours, et quand vous l'avez au bout de 2 jours, comme par hasard, ça se débloque. Et il y a comme ça plein de choses dans la vie, donc moi je passe ma vie à regarder les petits signes que la vie m'envoie. Alors je les vois pas tous, pas toujours, mais quand je prends le temps, par exemple, chez moi j'ai une ado, ma fille est formidable, donc évidemment à cet âge-là, tout ce qui lui arrive qui ne convient pas est une injustice épouvantable. Et je lui dis, écoute, ça va pas enlever ta peine, je comprends tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu vis là et qui te pose des problèmes, c'est ce qui va te construire demain. C'est à partir de là, tu sais pas pourquoi tu traverses cette épreuve, mais tu la traverses. Et il n'y a pas d'épreuve que l'on traverse sans signification particulière. Et ces significations, on les a au bout de quelques mois, voire quelques années, parfois. Donc, il faut à un moment donné considérer qu'on ne peut pas, comme ça, maîtriser toutes les situations, on ne peut pas maîtriser le temps, et qu'il y a tout autour de nous un certain nombre de forces qui sont là, dans lesquelles on vit, qui sont plutôt bienveillantes dans la plupart du temps, mais il faut pas essayer de passer en force tout le temps. Et quand vous ouvrez doucement en disant bon, ok, je sais pas, je suis ignorant, je sais pas trop pourquoi ça marche pas, mais bon, plutôt que de me révolter,
je vais faire un petit arrêt et je vais regarder un peu ce que la vie m'envoie. Pourquoi la vie m'envoie un truc pareil? C'est à un certain moment, on tient beaucoup à quelque chose, on se bat, on met toute son énergie, on y met parfois beaucoup d'argent, on y met parfois son honneur à l'intérieur, et patatras, ça marche pas. Eh bien, soyez contents que ça n'ait pas marché, parce que ça veut dire qu'il fallait pas que ça marche, parce que si ça avait marché, ça vous aurait coupé une autre voie qui est arrivée 1 an ou 2 ans après, et qui vous a permis d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin dans la connaissance de soi, dans le bonheur, etc. Et vous dites, mais finalement, mais heureusement que le truc a loupé il y a 2 ans, parce que si ça avait pas loupé, mais j'aurais jamais vécu ça. Y compris pour les grands drames. Ah oui, y compris. Écoutez, moi je vais vous dire, je sors d'un cancer que je n'avais pas du tout envie d'avoir, on imagine. Oui, enfin envie d'avoir, on n'a jamais trop envie d'avoir ça, mais bon, un beau matin, je ne sais pas pourquoi, enfin je suis un type qui s'automédique depuis des années, et puis un beau matin, je finis par aller voir, j'ai aucun symptôme, j'ai rien, tout va bien, etc. Et je vais faire des analyses de sang, évidemment sans ordonnance médicale, je ne vais jamais voir les toubés. Le labo me connaît, me dit, ok, tu veux quoi, fais-moi tout, on va voir. Et boum, 55 ans. On vous fait la totale, monsieur Max? Pardon? On vous fait la totale, monsieur Max? Voilà, il me fait la totale. Et je ne sais même pas ce qu'il me fait, parce que je connais le gars, donc j'écoute, tu me connais, donc tu fais la révision des 55 000, quoi, tu fais tout. Et il me découvre des PSA très élevés, et j'ai un cancer de la prostate. Et j'ai un cancer de la prostate. Et je me dis, bon, ok, alors bon, validation, machin, urologue, prélèvement, toucher rectal, prélèvement après biopsie, etc. Donc, pas de problème, j'ai ça. Et on m'explique que je vais devoir me faire une ablation complète de la prostate, parce que c'est pris assez tôt, que le machin est contenu dans la capsule prostatique. Enfin, je vous passe ces éléments. Ouais. Et on m'explique à ce moment-là que en m'enlevant la prostate, on va me couper mes facultés sexuelles et qu'elles reviendront peut-être et peut-être pas. Et ça, moyennement bonne nouvelle quand même. Alors, voilà comment je prends ça. Donc il me dit ça. Et il me dit, bon voilà, ablation complète, donc pas de relation sexuelle, peut-être pendant 6 mois, 1 an, peut-être jamais. Enfin, ok. Ça m'amuse pas, je suis un mec plutôt sexué, j'aime bien le truc, enfin tout bien, quoi. Je suis pas l'Apollon des Apollons, mais enfin, quand je peux me placer, j'hésite pas. Dans 1 minute, il est minuit, alors dites-nous vite parce qu'on a envie de savoir. Et alors, je lis le bouquin de Mahalouf qui avait eu ce truc-là et qui explique qu'il est un zombie, la tête en bas, enfin il doit toujours des gens. Et moi, je me dis, bon, mec, si la vie t'envoie ce fichu cancer de la prostate, c'est vraiment pour t'emmerder sur un certain nombre de points, et il va falloir peut-être mettre un terme à ta mauvaise carrière. Et je prends le premier tournant en me disant, c'est pas vrai que j'aurais pas de sexualité. Et je me dis, d'abord, ce cancer de la prostate n'est pas fait pour me faire mourir, ce cancer de la prostate est fait pour me faire comprendre. Donc il faut que je fasse de manière différente. Et j'ai vu le truc comme ça. Donc du coup, j'ai considéré que la mécanique n'était pas en danger de manière majeure, et que ce qui m'était envoyé, c'était une signification particulière, probablement pour essayer d'enrichir complètement mes rapports avec les autres, mes rapports amoureux, ma façon d'entrevoir les choses. Et tu sais quoi, ça a tout changé. Bravo. Et ce cancer de la prostate m'a ouvert vers une autre écoute des femmes, une autre vision, une autre... et je me dis aujourd'hui, ce cancer est consubstantiel du bonheur que j'ai aujourd'hui. Et s'il fallait y passer, je pense que je l'aurais eu plus tôt. Bravo pour votre belle sagesse, Max. Voilà, c'est super. Et cette forme... Oui. Merci. Je vous souhaite une belle soirée, Max. Oui, moi aussi. Bravo pour cette... Et surtout, gardez confiance, là, tous les gens qui nous écoutent. Si vous avez des problèmes, si vous êtes un peu dans la panade, arrêtez de vous révolter contre ça. Dites-vous que ça a du sens. Et vous savez toujours pas pourquoi. Moi, des fois, ma fille, quand c'est le moment de conclusion, merci, Max. Quand elle n'est pas contente, je lui dis, chérie, tu sais quoi, t'as mal, mais pleure avec confiance. Merci. Il faut que je vous laisse, Max, parce qu'on a vraiment dépassé l'heure. Merci pour cette histoire. Et pour ces mots de confiance que vous nous avez donnés. Nous parlons de l'invisible et de tout ce qu'il peut nous apprendre ce soir sur France Inter où il est minuit.
Nous parlons ce soir avec vous tous au 01 45 24 7000 et vous toutes de tout ce monde qui nous entoure, de tous ces gens qui nous entourent, qui viennent, on ne sait pas très bien d'où, à vrai dire, vous le savez peut-être, Patricia Daré, et qui ont des choses à nous dire. Nous parlons de cette vie que nous devons prendre comme elle vient, c'est ce que nous disait Max, c'était intéressant tout à l'heure, avec son opération, nous apprendre à accepter la vie, à ne pas en avoir peur, surtout ne pas avoir peur, c'est ce qui revient, surtout. Vous pouvez nous parler de vos expériences, de ce monde invisible, de ces morts qui peuvent échanger avec nous au 01, donc 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous écrire à la nuit est à vous @radiofrance.com. Nous parlons avec vous, Patricia Daré, qui est journaliste à France Bleu Berry, qui a animé une émission à l'après-midi de 17h30 à 19h tous les après-midi. Donc vous êtes une consoeur et vous venez d'écrire chez Michel Lafon, Patricia Daré. Ça c'est vous, c'est pas le titre. Le titre c'est N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la vie, c'est ça qui est beau. Nous attendons donc vos témoignages au 01 45 24 7000 ou bien par écrit, si vous préférez écrire à la nuit est à vous @radiofrance.com. La nuit est à vous. Sur France Inter. Vos histoires. Au 01 45 24 7000. Noël Bréham. C'était le premier disque de cette deuxième heure consacrée à l'invisible sur France Inter. France Inter. Vos histoires au 01 45 24 7000. C'est tous les soirs Noël. Nous parlons avec vous, Patricia Daré, donc de ce monde que vous connaissez, avec lequel vous échangez, puisque vous êtes journaliste et médium. Vous nous faites part de vos expériences dans plusieurs livres, et le dernier est donc édité chez Michel Lafon. N'ayez pas peur de la vie, j'adore ce titre. Nous avons Juliette en ligne. Bonsoir Juliette. Bonsoir Noël, je vous remercie pour vos émissions extraordinaires. Merci d'appeler, c'est grâce à vous qu'elles sont extraordinaires, c'est grâce à vous les auditrices et les auditeurs. Voilà, ça donne beaucoup d'espoir et je voulais en transmettre un peu ce soir. Formidable, on prend. Voilà, j'ai été très malade. J'ai été une personne extrêmement malade au moment du divorce de mes parents. Je me suis scindée en deux. J'ai ressenti une secousse tellurique terrible. Et j'ai fait un épisode d'anorexie mentale terrible. Et je dois dire qu'à l'époque, ce qui me raccrochait à la vie, c'était d'entendre un chant de coq. C'était en pleine ville. Hein. Ouais. C'était en pleine ville, j'exagère. Mais en tout cas, j'étais reliée quand même dans mon malheur, dans mon désespoir et mon désarroi, dans ma grande force, hein, parce que c'est une grande force que de ressentir tout ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'hystérie, mais je crois que maintenant c'est plus un mot tabou. Hein. Il y a des forces qui doivent se développer, des maladies qui doivent se développer. Seulement il faut apprendre à se soigner et prendre du recul, et je pense que évidemment si Hitler avait vécu à 10% de ses possibilités, il ne serait pas arrivé à un résultat aussi épouvantable. On va mettre de l'ordre, parce que moi je suis pas sûre que je suis psychorigide. Alors, le coq, Hitler, l'anorexie. Oui. Petit 1, petit 2, ouais. Petit 3. Petit A, oui. Je pense que des êtres extrêmement fragiles peuvent aussi se révéler d'une grande solidité grâce à la nature, qui va les rappeler pendant leur maladie à la vie la plus simple, la plus élémentaire. Le matin, les oiseaux qui chantent, etc. Voilà. Parce qu'on n'a plus grand-chose pour se raccrocher quand on est malade psychiquement. Ouais. Alors, est-ce que finalement, si j'ai bien compris, hein, Juliette, ce qu'on pourrait poser comme question, est-ce que finalement, quand on se sent en grand désarroi, quand on se sent seul au monde, est-ce que finalement l'invisible peut venir à notre secours ? Absolument. Et je peux même vous raconter des épisodes assez durs. Hein. Je me suis retrouvée un matin, jeune enfant quand même, parce que dans les années 74, on était encore à 16 ans, pas un jeune adulte, on était encore un enfant. Et je me suis retrouvée dans une consultation de pédopsychiatrie
parce que j'étais très malade et j'ai vu un journal où il était annoncé un tremblement de terre et j'ai relié cet événement au rêve que j'avais fait pendant la nuit d'un château qui était détruit par un rosier dans les Carpates et je me suis complètement culpabilisée de ce tremblement de terre. J'ai cru, bon bien sûr maintenant avec du recul c'est ridicule, mais n'empêche que je pense à votre interlocutrice qui est vraiment formidable dans tout ce qu'elle ose dire aussi. Il faut oser le dire. Hein, que par exemple elle s'en moque de la vie qu'on pourrait avoir, de l'opinion qu'on a d'elle. Oui, je crois qu'il faut enlever les mots tabous et dire que les maladies sont aussi faites pour vous rappeler à l'ordre et faire un certain travail sur. Moi, j'ai énormément travaillé après sur moi-même pour vivre. C'est un peu, Juliette, ce que vous dites, c'est un peu ce que disait Max tout à l'heure, hein, que ces maladies nous aident à avancer. C'est ce que vous avez évoqué, Patricia Daré, en disant que les épreuves nous font avancer. Arnaud Desjardins dit que les épreuves sont des marches qui nous ce qu'on appelle les épreuves, les événements de la vie. Nous sommes vivants et nous vivons pour connaître des événements. Ce n'est pas pour avoir une routine tous les jours. La vie que nous traversons est peuplée d'événements que nous avons plus ou moins choisi. Il faut le dire quand même. C'est ce qu'on nous enseigne. Alors, parlons puisque vous l'évoquez, de ce choisi. C'est quand même choquant quand vous dites on a choisi notre route sur cette terre, on a choisi d'arriver. Alors là, par exemple, ce que dit Juliette. Juliette dit, j'ai été fracassée par le divorce de mes parents. Bien sûr. Et vous dites qu'elle a choisi sa famille. Je pense même aux migrants qui sont en train de patauger dans la boue, dans des conditions difficiles. Si ils auraient choisi ça peut être scandaleux de dire ça va être une levée de bouclier. Bah oui, mais bien sûr. Mais je comprends. C'est là le politiquement correct. Quand je vous explique pourquoi, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et en fait, notre vie, notre parcours, grosso modo, je vais prendre des images extrêmement triviales, comme ça va être plus simple. On va pas rentrer dans les grandes considérations ésotériques ou philosophiques. C'est comme si, avant de venir, on nous faisait des propositions. Notre but, c'est quoi en fait? Ici, avant, après, c'est d'évoluer. Le but de la vie, c'est d'évoluer. Il n'y a pas d'autre but. L'évolution, qu'elle soit dans la nature, qu'elle soit dans les animaux et chez nous, c'est l'évolution. L'évolution physique, l'évolution matérielle et spirituelle. Et en fait, on nous dit, voilà, pour évoluer, nous cherchons constamment des vies pour évoluer. Des vies par-ci, par-là. Avant de venir, nous étions quelque part. Nous ne sommes pas nés que dans le ventre de notre maman. Nous sommes nés matériellement, mais avant, nous étions quelque part. Nous, le souffle, là, intelligent, qui est en train de parler, celui qui va partir et qui va aller ailleurs quand le corps et l'identité que nous avons sera complètement désuet et va retourner à la terre. Et alors, on nous dit, voilà, tu as le choix d'aller là ou là ou là. Grosso modo, c'est ça, hein. Je caricature, hein. Non, mais je comprends. Bien. Oui, mais alors, quel est le plus intéressant pour moi, pour mon évolution? Et on vous propose des schémas. Et vous choisissez, et vous écrivez votre scénario. Seulement quand vous le choisissez, vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas encore ici. Vous n'êtes pas dans un corps. Vous ne connaissez pas l'angoisse. Vous ne connaissez pas la peur. Vous ne connaissez ni la souffrance. Alors c'est très facile de choisir. Mais une fois qu'on arrive, que tout prend forme, que tout prend corps, alors on se rend compte que c'est un enfer. Et comme on a oublié le pourquoi du comment, et parce que la vie est un jeu de pistes et on doit retrouver le pourquoi on est là, eh bien on se dit mais c'est injuste, mais c'est terriblement injuste. Oui. Et on ne comprend pas. Sauf qu'il y a quelque chose qui au fond de nous-mêmes nous dit, et même dans les pires épreuves, et ça je l'ai souvent entendu, c'est comme si je devais le vivre. C'est comme si je savais que je devais vivre ça. S'il y a quelque chose qui nous pousse à vivre, et même j'entendais mon mari, de son vivant, allait souvent en Afrique. Et vous avez perdu votre mari jeune? Oui, non, il est mort il y a 6 ans. Oui, il y a 6 ans. Il était jeune, oui, tout à fait. Il avait une cinquantaine d'années. C'est jeune. Et en fait, il allait beaucoup en Afrique, il faisait partie d'ONG, il livrait des choses pour les écoles, etc. Et un jour, il m'a dit, voilà, je suis allée dans un village de lépreux et je suis arrivée pour porter du matériel, des livres. Et il y avait là, dans sa case, un vieux monsieur lépreux, complètement dévoré par la lèpre. Et mon mari lui dit, bonjour monsieur, comment allez-vous? Et il dit, je me suis rendu compte que c'était idiot de dire à ce monsieur, comment allez-vous? Et il s'excuse et il lui dit, pardonnez-moi. Vous voyez, c'est une phrase qui m'a échappé parce que forcément, vous n'allez pas bien. Et le monsieur le regarde et dit, pourquoi vous me dites ça? Mais moi, je vais très bien. Moi, je vais très bien. C'est vous qui allez mal.
Et vous qui allez très très mal. Et quand il est rentré, il m'a dit, mais au fond, j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est vrai que nous allons mal. C'est vrai que je vais mal. C'est vrai que ça ne va pas. Parce que le corps, en fin de compte, ce bout de corps qui se morcelait, qui se rongeait. Oui, mais il peut faire souffrir, ce corps, quand même. Apparemment, cet homme-là avait pris la maîtrise, s'était habitué. Et il me dit, il souriait tout le temps. Il disait, moi, je vais très bien. Il avait compris. Il avait compris le but. Et il lui avait dit. Et j'avais trouvé ça, lui avait été très marqué par cette expérience, et moi j'avais trouvé ça très, très parlant. Et en Afrique notamment, puisque les Africains sont très très ouverts à tout ça, et les Asiatiques sont très ouverts à tout ça, ils ont ce sens-là de l'épreuve. Il n'y a que nous, occidentaux, qui sommes hyper rationnels et hyper enfermés dans des caissons où on ne veut pas en démordre, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Tout le monde sent son destin, tout le monde sent le pourquoi, tout le monde sent les entités, les Africains, les Asiatiques. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec une jeune pianiste coréenne qui me dit, mais chez nous ça s'impose, les fantômes sont avec nous tout le temps. Ah oui. Au Japon, en Corée, dans les pays asiatiques, en Afrique, ils sont là. Chez vous, en Occident, ils sont jamais là, ils n'existent pas, vous vivez sans fantômes, vous vivez sans entités, vous vivez sans passé. C'est extraordinaire, oui, vous avez réussi à chasser tout le monde. Donc, posons-nous la question de ce qu'on choisit ou pas, et surtout, pourquoi il y a toujours cette petite voix, cette petite ressource intérieure qui dit, tu vas t'en sortir. Le témoignage tout à l'heure je crois que c'est Max qui dit, et je vais m'en sortir parce que je vais reprendre, parce qu'il le sait au fond, et lui sait pourquoi il a vécu ça. Il sait pourquoi cette maladie a dû le ramener. Sa vie amoureuse, parce qu'on l'a menacé, finalement ça s'est bien passé, mais on l'a menacé de peut-être avoir une vie sexuelle qui a... Voilà. Et il lui a compris, et il a compris que c'était une possibilité qu'il avait également choisie pour se remettre sur un autre chemin, pour ouvrir un autre chemin. Et ça, c'est merveilleux. Nous sommes toujours responsables de nos vies, et nous la vivons en toute liberté. En fait, nous sommes libres de notre scénario. Oui, mais quand même, quand un enfant arrive dans une famille où il y a de l'inceste, quand on est obligé... Toutes les familles ont eu de l'inceste dans leur passé. Toutes les familles dans les campagnes où tous nos ancêtres ont vécu des choses dramatiques, tous nos ancêtres ont soit tués à un moment, violés, depuis les générations. Donc il y a du drame partout. Mais oui, nous sommes porteurs des drames, tous, nous sommes tous porteurs des drames de nos ancêtres. Faut pas croire, nos dépressions, nos réactions, nos caractères se sont forgés avec les drames de nos ancêtres. La transgénéalogie, le transgénérationnel est totalement inscrit en nous. Nous sommes le produit de quelque chose. Bah dites donc, Patricia Adaré, auteure de N'ayez pas peur de la vie, chez Michel Lafon, et Karim au téléphone. Bonsoir Karim, et je vous ai pas dit au revoir Juliette, pardon. C'était intéressant ce que vous avez soulevé. Regardez tout ce que vous avez déclenché Juliette. Merci et bonne soirée. Au revoir Juliette. La nuit est à vous. Sur France Inter. Noël Bréham. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir. Écoutez, je suis un peu ému de passer à l'antenne, mais en tout cas, je suis très content de vous avoir. Et écoutez, je vous appelle pour vous raconter ce qui s'est passé. Et donc, je suis infirmier libéral et donc je fais mes visites à domicile. Donc, je vois beaucoup de monde. Donc, je passe de maison en maison. Et donc je vais soigner les gens que j'ai à soigner, soit des distributions de médicaments, soit des insulines à faire, des piqûres, enfin tout type de soins. Et donc il y a un an de ça, je me suis réveillée en pleine nuit, mais vraiment... j'étais vraiment pas bien et j'ai fait un rêve qui m'a... donc je revoyais ma tournée, je faisais ma tournée et donc je passais de maison en maison. Et là je m'arrête devant la maison de ce patient et la porte était ouverte. Donc je l'appelle pour lui dire, pour savoir où est-ce qu'il est. Il ne me répond pas et je monte à l'étage et là je vois une image... pas très sympathique. Il était mort par étranglement. Il avait régurgité, il était mort. Et donc, donc là, c'était la réalité. Et dans mon rêve, ça, je l'ai vu mort comme ça. Et dans mon rêve, donc votre patient mort, c'était la réalité. C'est ce qui s'est passé vraiment.
C'est ce qui s'est passé. Mais dans mon rêve, c'était très bizarre. Donc la porte était bien ouverte, donc je l'appelle. Et donc il n'avait aucune raison de mourir. Il allait bien, le patient, hormis un petit traitement à surveiller, une aide pour l'habiller. Mais il allait... Enfin, il était... Il n'était pas mourant. Il n'était pas mourant, il était enfant. Et ce rêve... Le rêve que j'ai fait, ou un cauchemar, je me suis vraiment réveillée la veille. Donc 4 heures plus tard, je partais au travail. Et donc, je le voyais vers 10 heures et je me suis réveillée à 4 heures du matin, justement. Et là, en pleine... voilà, j'étais vraiment pas bien. Et je vois encore cette porte ouverte alors qu'elle n'est jamais ouverte. Elle était entrouverte. Je monte les escaliers. Et là, dans mon rêve, je vois... c'est très bizarre parce qu'il était assis sur le lit et je vois une image... Dans votre rêve, Oui, dans mon rêve. Je le vois de dos avec une espèce de planche anatomique où je vois effectivement à travers sa peau, en fait. Et c'était très bizarre comme rêve. J'avais l'impression de voir une planche anatomique et là, je le vois s'effondrer sur son lit, quoi. C'était... et je vous dis, donc c'était vers 4 heures du matin. Je regarde encore mon téléphone pour voir quelle heure il était, s'il fallait que je me lève pour la tournée. Donc j'étais pas très bien, j'essaye de me rendormir. Et donc je pars en tournée et je vous dis, vers 9h30, j'ai cette image de cette porte. Et là, quand j'ai vu la porte ouverte, je me suis dit, mais enfin, je me suis rendu compte que j'ai eu ce rappel que c'était comme dans le rêve, quoi. Vous voyez ? Et qu'est-ce que ça vous évoque, Ahmad Karim, cette histoire de rêve et puis finalement de patient mort en vrai ? Vous pensez qu'il s'est passé quoi ? Mais alors, vous savez, c'est marrant parce que votre invitée, Patricia Daré, venait juste de finir sur des origines nord-africaines, donc kabyle, algérienne. Et c'est vrai que on était super. Alors, je sais pas si c'est de la superstition ou si c'est. Bon, je suis un hypersensible aussi. Mais il y a des choses qu'on ressent, mais on ne sait pas pourquoi on les ressent. Il y a des gens qu'on aime, on les aime parce que ils vous donnent quelque chose, mais c'est pas du don physique. C'est voilà, vous les voyez, et je pense que vous m'avez posé la question, qu'est-ce que ça m'évoque tout ça? C'est ce que vous me demandez. Oui, je vous ai dit pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait ce rêve? C'était pour vous dire quelque chose, pour vous prévenir? C'est quoi, à votre avis, l'histoire de ce rêve? Eh bien, je sais pas. Est-ce que c'était un salut, qu'on devait m'avertir? Vous savy, quand j'étais petit, ma mère me disait tout le temps, quand on voit un mort, il faut faire une petite prière. Moi, je ne sais pas parler l'arabe. Et donc je la disais en français. Et quand j'ai accompagné mes patients en fin de vie, je faisais toujours cette petite prière en disant, écoutez, je ne sais pas où vous allez, mais en tout cas, bon voyage, et j'espère que ça ira. Et c'est vrai que j'ai toujours été proche de cette fin de vie, parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils vont, en fait. Et c'est marrant, j'ai cette impression que parfois, on m'envoie des messages. Alors, est-ce que c'était pour ne pas m'inquiéter? Je ne sais pas. C'est une information, simplement l'information, puisque vous deviez voir cet homme, l'information simplement de sa mort. C'est probablement plus ou moins le moment où cet homme est décédé. Et c'était une manière, puisque Karim est réceptif, c'était une manière de lui transmettre l'information. Il a reçu l'information du décès, en fait. Pour pas avoir un choc trop grand, peut-être? Non, même pas. Il y a pas de raison. Il y a pas de raison. C'est juste, il y a une information qui part de cet homme, qui essaie à travers une image de lui envoyer l'information, ou un salut, ou un au revoir. On peut le comprendre également comme ça. Merci Karim pour votre... Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre émission en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est gentil, merci beaucoup. Et Karim qui nous parle donc de ce client apparemment auquel il avait l'air d'être attaché, qui est mort. Puisque vous, Patricia Daré, vous arrivez à communiquer avec les morts. Finalement, qu'est-ce que les morts ont à dire aux vivants? Quelquefois, ça dépend des morts. Il y a des morts qui sont dans un état de confusion totale. Certains ne savent pas qu'ils sont morts déjà.
Ça, c'est incroyable. Donc ça, il y a beaucoup de morts qui ne savent pas qu'ils sont morts, donc qui viennent vous voir et qui vous disent je comprends pas. Je suis allée à mon travail, il y a quelqu'un qui occupe ma place. C'est hallucinant. Hallucinant, c'est un truc de film. Et donc, je comprends pas. À la maison, personne ne me parle. Et ça, donc, c'est souffrance. C'est une souffrance terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas conscience. Il y a aussi un cas d'un homme qui m'avait dit, vous savez, je me bats, je vais gagner contre mon cancer. Mon chirurgien m'a dit que j'avais de grandes chances. Il était déjà passé. Donc, il faut leur dire, on leur dit, mais vous êtes déjà de l'autre côté. Et là, il y a une stupéfaction de dire, mais alors, c'est ça la mort? Donc c'est ça. Ce qui prouve que ça doit pas être bien différent. Non, c'est pas très différent. Ouais. Alors il y a des gens qui le vivent différemment. Il y a des morts qui, dès qu'ils sont passés de l'autre côté, sont un peu paumés. Donc viennent vous dire, je me rappelle plus. Il y a une petite dame qui m'avait réveillée une nuit et qui me dit, est-ce que vous pouvez dire à ma fille que je vais bien parce que elle doit s'inquiéter. Et je dis oui. Écoutez, pas de problème. Où habite votre fille? Elle habite à Pau, je crois. J'ai à Pau, mais c'est un peu loin. Mais comment s'appelle-t-elle? Et elle me dit, je sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est ça mon problème. Et vous, comment vous appelez-vous? Je ne sais plus du tout comment je m'appelle. Alors, ça va être un peu compliqué. Et souvent, on entend, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus mon nom. Parce que qu'est-ce qui reste? Après la mort, l'identité disparaît de plus en plus. L'identité disparaît. On prend beaucoup, à part les gens qui étaient très attachés à leur identité, qui ont eu une fonction importante. Et donc, il reste soi. Mais soi, c'est pas une identité, c'est pas un nom, c'est pas un numéro de sécurité sociale, c'est autre chose. Il reste que soi. Donc tout le reste disparaît. Ouais. Alors donc, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, je suis désolée, j'ai pas assez d'informations pour pouvoir transmettre, mais vous soyez en paix. Votre fille le sentira, parce qu'on le sent quand les gens sont en paix. Ah oui? Oui, on le sent. On est libéré, on se sent bien quand nos morts sont en paix. Généralement. Vous le sentez chez les morts et vous le sentez chez les vivants? Ah oui, quelqu'un qui me dit, il y a des gens qui viennent me voir en disant, vous savez, j'ai perdu ma mère, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas en paix. Ouais. Et je dis, c'est vrai, mais comment vous le sentez-vous? Parce que je suis angoissée toute la journée, j'ai son angoisse. Ouais. Et dès que la mère passe à autre chose, eh bien, en fin de compte, la personne me dit, ça y est, je respire, je me sens bien. Ça correspond. On est très liés. On est des particules liées à jamais entre nous. Donc les morts peuvent être anxieux comme nous. Très anxieux. Il y a des morts qui sont très anxieux puis qui tournent en boucle. Et puis d'autres qui sont en paix, qui sont très sereins et qui oublient très vite leur passage ici d'ailleurs, qui sont liés aux gens qui restent ici mais qui sont vraiment très loin de la terre, très loin de nous. Quel monde, j'allais dire. Hein? Quel monde au pluriel. Quel monde au pluriel. Oui. Nous parlons de tous ces mondes visibles, minuit 33, de ce monde invisible. Avec vous, c'est symbolique. Hein? Oui, minuit, généralement. Tiens, minuit 33. Avec vous, Patricia Daré, auteure de N'ayez pas peur de la vie. C'est édité chez Michel Lafon. Sophie, bonsoir. Tout à l'heure, maman est au téléphone. Allô? Maman est au téléphone. C'est fou ce que les téléphones attirent les enfants. Ça les aimante. Ça, c'est incroyable. Je ne sais pas que j'étais à l'antenne, pardon. Ça me fait rire. Moi, je me souviens d'un jour, Brigitte Patient, qui travaille ici sur France Inter, qui est une copine, et on se téléphonait, et puis tout d'un coup, elle me dit, Noël, quitte pas une seconde. Et je l'entends qui dit, Alice, si tu veux te faire engueuler, je suis mûre. C'est très joli, ça. C'est joli. Ça fait très très longtemps. Alice était petite et elle est grande maintenant. Alors, donc maman est au téléphone, et qu'est-ce que maman va nous raconter au téléphone, Sophie? Alors, maman est allée en séminaire professionnel dans un hôtel, un très joli hôtel en Martinique, qui est une vieille maison qui a été rénovée, vraiment une très très belle maison, mais qui a la réputation dans la commune dans laquelle elle est d'être hantée. Il y avait toute espèce d'histoire sur cette maison supposée être hantée, au point que les nouveaux propriétaires avaient du mal à trouver des jardiniers, etc. Ah oui, à ce point-là, Oui, des jardiniers au moins de la commune. Et donc moi j'y suis allée, c'est un très bel hôtel, j'y ai dormi, j'ai passé une très bonne nuit, vraiment rien à signaler. Et je me suis réveillée très tôt, parce qu'il y a une très jolie vue, et on voit le soleil se lever, enfin c'est face au soleil levant. Et j'ai pris plein de photos, parce que c'est vraiment un très beau site. Et voilà, tranquillement, rien à signaler. Je vais prendre mon petit déjeuner avec mes collègues, et puis on regarde un peu les photos, on discute, et puis moi je regarde les photos, comme ça je les fais défiler sur mon appareil. Et puis je vois des boules bleues. Enfin, déjà je vois sur l'entrée, je vois une espèce de forme blanche, comme ça, vraiment comme dans les films. Hein. Bon, je dis ça arrive, hein, des fois il y a des jeux de lumière,
puis après, quand même, je vois, sur toutes les photos que j'ai faites, je vois des boules blanches. Des boules blanches, comme ça. Et alors, il y a des photos, je crois que c'est plus sorti sur les photos sur lesquelles il y avait un léger flash, un léger effet de flash. Donc, des choses évidemment que j'ai pas vues à l'œil nu, parce que je n'ai rien vu de spécial. Et puis souvent, je prenais l'appareil comme ça et je regardais même pas derrière le viseur. Je faisais, vous savez, les appareils numériques, vous prenez ça un petit peu à la main. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le mettre derrière en face de votre œil. Et donc voilà, j'ai dit, tiens, c'est marrant, toutes ces boules. En plus, cet endroit a la réputation d'être. Et donc moi, je regarde sur Internet, je cherche boules blanches, vous savez, Google. Et puis je vois qu'effectivement, qu'il y a tout un paquet d'articles, il y a même des bouquins, surtout en anglais. Et ils appellent ça ORBS, O-R-B-S. Et voilà, et donc je voulais savoir. Donc il y a des gens assez sérieux. Il y a une revue qui s'appelle ORBS avec. Enfin bref, non, je vous interromps pas. Je parlerai de la revue après. Non, j'ai je vais vous perdre. Oui, des gens plus ou moins scientifiques. Pardon? Oui, enfin, excusez-moi, il y a des spécialistes il y a une revue qui s'appelle ORBS, qui est très intéressante, et qui est intéressante. En métropole. Les ORBS, oui, tout à fait. Alors, il y a des gens, les sceptiques vont vous dire que ce sont des poussières devant l'objectif, mais évidemment, sur toutes les photos, c'est impossible. Je voulais savoir, est-ce que ça vous arrivait ailleurs que dans le camp Martinique d'avoir ces ORBS sur d'autres photos? Alors, premièrement, c'est bien possible. Enfin, je vous dirais non, parce que je ne l'ai jamais remarqué. Mais vous vous êtes servi avec cet appareil numérique, vous n'avez jamais eu d'autres occasions? Je passe mon temps à prendre des photos, mais je n'ai jamais regardé à la lettre. Enfin, vous me dites ça, je me dis, tiens, je vais regarder. Alors, sur cette période-là, je crois que alors évidemment, je regardais, je montrais à tout le monde, regarde. Et puis, je crois que la semaine d'après, j'étais dans un autre endroit, aux Anses d'Arlet. Et j'ai encore vu sur mon appareil photo, alors cette fois-là, c'est pour ça que je mélange pas trop, mais cette fois-là, il y avait aussi un effet, c'était vert. Bon. Oui, alors, une espèce de traînée. Une aurore boréale. Oui, une espèce de c'est ça, une aurore boréale. Voilà, une traînée, une traînée vaporeuse verte. Voilà. Oui, alors ça, c'est typique dans les lieux chargés. Un appareil. Non, mais les appareils numériques, Il y avait ça. Alors attendez, il y avait ça dans l'hôtel. Il y avait les boules et la traînée verte. Et puis après, quelques jours après, évidemment, j'étais plus attentive. Je ne le suis plus maintenant. Et effectivement, dans une autre commune, j'ai encore vu, sur mon appareil, il y avait encore cette traînée verte. Mais c'est peut-être de l'appareil. J'ai plus fait attention parce que si c'est sur toutes les photos, alors si c'est sur toutes les photos, évidemment, il faut regarder que ce soit pas un problème d'appareil photo. Mais les ORBS sont répertoriés pour être. Alors, on se pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui voient des fantômes dans les ORBS. Moi, je vois pas des fantômes, mais je vois que quand il y a des ORBS, surtout quand il y a des ORBS, des espèces de boules blanches avec à l'intérieur des petits dessins comme des petits mandalas, des petits sillons, des choses étranges qui, selon moi, matérialisent un passage d'esprit. Pour moi, c'est une matérialisation, quelque chose est passé et l'appareil photo a fixé. À fixer l'esprit qui passe. Voilà, à fixer le passage. D'accord. Voilà. Alors, les gens, on voit pas des fantômes dans les ORBS, mais un passage de quelque chose. Pour moi, c'est surtout ça. Ouais. Et c'est vrai que dans un lieu comme cette maison, probablement une maison hantée, et si personne ne veut venir y travailler, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, c'est très significatif. Mais pour qu'il y ait ORBS, il faut qu'il y ait un appareil numérique qui soit assez, pas trop rapide, assez lent pour pouvoir fixer ces choses-là, et le photographe qui soit aussi un peu médium pour pouvoir dégager assez d'énergie pour pouvoir leur permettre de se fixer. Parce que c'est ça, il faut que... Donc, ce qu'il voudrait dire, Sophie, est un peu médium. Oui, certainement, pour avoir fixé tout ça, parce que je suis sûre que peut-être que les collègues n'ont pas pu fixer tous ces ORBS sur leur appareil photo. Voilà, Sophie, de Fort-de-France. Tiens. Voilà une information. Probablement. Ça serait intéressant de voir d'ailleurs... Après. Alors vous dites, Patricia Darret, que tout le monde est finalement un peu... On est tous médiums. Oui. Parce que on a pris depuis des années, on dit le don, on parle de dons, d'élus, de médiums. Alors les médiums se prennent pour des élus avec des dons, etc. Mais c'est faux, tout ça. Ça aussi, il faut l'abattre. Moi, je suis pour abolir tout ça. Quand même, ce que vous voyez, moi, je ne le vois pas, Patricia Darret. Parce que vous n'êtes pas intéressé à le voir, parce que ça vous intéresse pas, parce que ça vous est pas tombé dessus. Ça m'intéresse. Oui, mais ça vous intéresse. Mais
mais ça prend beaucoup de temps. Il faut donner sa vie pour ça. Il faut que ça s'intéresse quand même pour donner toute sa vie à ça. Et en fin de compte, chacun perçoit à sa manière. Moi, Noël, vous m'avez raconté hors antenne une chose qui me prouve que vous avez perçu quelque chose. Hein. Il y a un moment où vous avez perçu. Brigitte, c'est Brigitte qui nous appelle de Fort-de-France, c'est Sophie. Sophie, pardon, excusez-moi. Sophie est médium aussi, puisqu'elle a réussi à capter des traces, des passages sur ses photos dans cette maison, etc. D'autres gens vont ressentir, d'autres gens vont entendre, d'autres gens vont avoir des signes, des synchronicités. Chacun capte à sa manière. Chacun, alors il y en a qui peuvent parler aux morts, ça c'est autre chose. Il y en a qui vont voir, qui ont des flashs, c'est encore autre chose. Moi je suis persuadée que nous sommes tous faits de la même manière, nous avons tous les mêmes capteurs, les mêmes émetteurs, et nous sommes capables. Mais il faut que nous soyons convaincus, que nous n'ayons pas peur, et que nous soyons dans un monde qui le permette. Oui, voilà, c'est ça. Oui, la peur et qu'il permette, parce que si on a des choses et qu'on ne peut en parler à personne, parce que ça le problème, c'est l'isolement total. Chez nous, ça ne se fait pas. Donc les gens oublient et souvent se renient. Il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, moi je suis comme vous, mais je ne veux pas. Pourquoi ? Je ne veux pas parce que je peux pas en parler et ça me fait peur. C'est suffisant. Oui, mais alors il y en a qui ont peur, qui aimeraient pas, mais il y en a qui aimeraient. Moi, j'ai perdu ma sœur, j'aurais bien aimé qu'elle vienne me dire un petit bonjour. Mais elle est peut-être venue vous dire un petit bonjour. Un petit coucou. Peut-être alors qu'elle je est venue. dis, viens, j'attends. Et puis j'attends toujours. Mais oui, alors quand vous attendez, elle ne viendra pas. Parce que vous attendez. Ah oui, mais ça ne se passe jamais quand on attend, ça se passe toujours quand on n'attend pas. Plus vous attendez, plus vous bloquez. Vous savez, c'est comme le coup de fil que vous attendez et qui n'arrivera jamais parce que vous êtes à côté du téléphone et que vous dites, voilà, vous allez aller chercher le pain et puis le coup de fil va arriver quand vous aurez votre absence. Alors moi j'étais au taquet, je dis là viens, j'attends. Non, viens me parler. Non. Elle viendra au moment où vous aurez lâché et vous allez libérer l'accès. Parce que là, vous avez tout bloqué. En attendant, vous bloquez tous les accès. Tout est tendu, tout est contrôlé, tout est sous le mental. Non, ça va venir un jour, un moment, un signe. Il ne faut pas s'y attendre. Ah non, c'est surtout quand vous n'attendez rien. En des moments où vous n'attendez rien du tout, c'est quand on lâche. Encore une fois, quand on a tout lâché, qu'on n'attend plus rien. Mais on peut pas lui dire aux morts, j'aimerais bien que tu viennes, parce que les morts vont pas aller chez ceux qui viennent pas, chez ceux qui veulent pas. Ils essaient de venir. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne viennent pas. C'est que vous ne les voyez pas, ou vous ne les entendez pas, ou vous ne les captez pas. Mais ils sont là. Ils sont là en permanence et leur problème c'est de se faire entendre et quelquefois ils passent beaucoup de temps et d'énergie à envoyer tout ce qu'ils peuvent, faire bouger des objets, envoyer des papillons dans des époques incroyables, faire frapper des oiseaux aux fenêtres. Ils essaient d'utiliser surtout les choses volatiles avec des petites ailes. Ça marche beaucoup ça, parce que c'est léger et parce que c'est très mobile. Mais ils se donnent un mal de chien. Pour ne pas être capté la plupart du temps. Alors on peut avoir un rouge-gorge qui est derrière un carreau d'une façon complètement étonnante parce qu'il n'a rien à faire là à cette heure-ci, c'est pas son heure, c'est pas son habitude, c'est un lieu où il n'y a pas d'oiseaux, donc ça pourrait être un mort qui vous fait un coucou. Sûr. Et quand vous le ressentez, les gens me disent j'ai eu un signe, ils racontent leur signe, les autres le regardent, regardent cette personne en disant mais non, je dis vous le sentez. Parce que l'important c'est ce que vous ressentez. Vous sentez que c'est un signe, vous sentez que c'était pas possible, et ben c'est vrai alors. Oui, mais alors on peut voir des signes partout, vous comprenez. Il y a le bus qui passe, c'est mon grand-père. Non, alors ceux qui voient des signes partout, c'est ma voisine. Non, c'est pas comme. Non, il y a ceux qui croient en tout, ceux qui croient en rien. Donc ceux qui croient en tout, c'est pareil, c'est pas possible. C'est pas partout. Des signes, c'est de temps en temps et c'est pas tout le temps. Sinon, c'est plus des signes, ça devient voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Sinon, on peut voir. Alors voilà, j'ai une lumière rouge qui s'allume. Ça ne veut pas dire que le micro est allumé. Non, oui, non. Après, il faut savoir discerner, il faut savoir raison garder toujours. Qu'il a chaud aux pattes. Non, mais il faut savoir raison garder, et puis il faut savoir discerner quand même. Il faut avoir un peu de discernement. Le signe, c'est quelque chose de très très fort et qui, souvent, est une chose qui ne peut pas se trouver là. D'accord. Oui, c'est bizarre. C'est trop bizarre. C'est trop. Il y a des synchronicités, des coïncidences qui n'en sont pas. D'accord. Le micro rouge allumé au milieu du studio, c'est normal. C'est normal. En revanche, s'il y a une hirondelle qui rentre dans ce studio dans 5 minutes, ça sera beaucoup moins normal. Ouais, d'accord. Donc là, ça sera peut-être quelqu'un qui nous fait un coucou. Oui. Salut les filles. Je comprends. Merci Sophie de nous avoir rappelé de Fort-de-France. On va vous rendre. On va vous rendre à votre enfance. J'ai une petite question, je peux vous la poser? Bien sûr. Oui. Vous aviez reçu, ça m'a d'ailleurs donné envie de lire son livre, Éric Emmanuel Schmitt. Oui. Avec la nuit. Dans le désert, oui. Voilà, et j'ai lu son livre, est magnifique. Et bien, au moment où je l'ai lu, son livre, je me suis un peu renseignée sur la personne sur les traces duquel il était parti, c'est Charles de Foucauld, qui était un missionnaire, voilà. Eh bien,
son bouquin s'appelait La Nuit de feu. J'ai regardé, j'ai vu que la canonisation de Charles de Foucault, les 10 ans de sa canonisation, ça serait vous pouvez vérifier, le vendredi 13 novembre 2015. Ouais. Absolument. Le vendredi 13 novembre 2015, parce qu'il avait été canonisé 10 ans avant par, je ne sais pas, le pape qui était à l'époque là. Et quand j'ai vu ça, donc c'était avant le vendredi 13 2015 qu'on a connu, et je me suis dit, il a de l'astuce, Éric Emmanuel Schmitt. Il a sorti ce livre un petit pas très loin des 10 ans de la canonisation de Charles de Foucault. Je me suis dit, tiens. C'est marketing, vous pensiez? Comment? Vous pensiez que c'était un peu marketing? Non. Je me suis dit, tiens, bon, c'est pas, il peut vouloir le faire, comme rendre un hommage, enfin, non. D'accord, pardon. Ou alors c'est un hasard total, peu importe. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça tombe bien. Enfin, ça tombe. Bien ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui est curieux, c'est que quand même sortir un livre dont une date, on va dire, assez importante, si on la rapporte à ce qui est dit dans le livre, si vous l'avez lu. Oui. Je pense que oui. Oui, je l'ai lu. C'est le vendredi 13 2015. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi 13 2015? Vous le savez, c'est la nuit de feu, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les événements du Bataclan. Et moi, quand je me suis dit, waouh, je ne sais pas, si vous pouviez lui poser la question. Vous demandez à Éric Emmanuel Schmitt ce qu'il a pensé de cette coïncidence. J'ai trouvé ça, je me suis dit, waouh, si j'étais lui, ça m'aurait un peu troublé. Moi, je trouve ça un peu alambiqué, mais j'en sais rien. Faudrait lui c'est alambiqué, non, je veux demander. Non, mais c'est personnel. C'était curieux. Moi, j'ai trouvé ça parce que j'avais fait cette relation au moment bien avant. Enfin, c'était en octobre, je sais plus. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et puis c'est bon, j'ai fini, j'ai pu penser à ça. D'accord. Et après, et puis je me suis rendu compte, enfin bon bref, Charles de Foucault était parti dans le désert, pas loin enfin bref, peu importe. Donc voilà, si vous le rencontrez, posez-lui la question. Bon, écoutez, je vais mettre ça dans un petit coin de ma tête. On a soulevé beaucoup de choses. Donc, vous avez parlé du livre d'Éric Emmanuel Schmitt que nous avons effectivement reçu. Nous avons reçu Éric Pigani qui s'occupe de cette revue Orps, justement. Vous voyez, décidément, donc votre récit. Et c'était passionnant. Oui. Et que je vous invite à lire d'ailleurs, parce que c'est une revue intéressante. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des livres, mais je pensais qu'ils étaient seulement en anglais. Voilà, non, Orps, c'est en français. Je vais chercher sur Internet alors. Bon. Merci Sophie, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ouais. La nuit est à vous. Sur France Inter. Noël Bréham. Nous avons Lisa en ligne. Ce soir, nous parlons de l'invisible avec Patricia Adaré, auteure de N'ayez pas peur de la vie. Et c'est édité chez Michel Lafon. Patricia Adaré, qui est journaliste sur Radio France Berry, France Bleu Berry, et qui vient donc d'écrire ce livre parce que vous êtes aussi médium. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Alors, on vous écoute. J'avais une question à poser à Patricia Adaré. En début d'émission, vous avez évoqué la physique quantique et j'aimerais savoir quelles sont les recherches, les avancées et par rapport à toutes les expériences que nous entendons depuis le début de l'émission. Mais elles sont multiples. On est surtout dans la physique quantique, sur la recherche sur le temps, beaucoup, et on se rend compte que ce temps est une donnée qui ne peut exister sans la conscience. Donc déjà, c'est une formidable chose, c'est que la science commence à parler de la conscience, et que la conscience n'est pas un cerveau, mais c'est que quelque chose de bien différent du cerveau. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Donc pour l'instant, on est en recherche de la conscience. Et ce temps, alors j'ai écrit un livre avec un physicien quantique dans l'invisible et la science, qui s'appelle Massimo Teodorani, qui est astrophysicien, qui travaille pour la NASA, et qui... Alors il s'est passé des tonnes de choses quand on s'est rencontrés, parce qu'il y a eu un mort qui est venu lui parler alors que c'était absolument pas prévu au programme. Donc le mort, c'était David Bohm. En plus, c'était un physicien qui venait lui remettre une équation. Mais oui. C'est extraordinaire. Entre physiciens? Oui. David Bohm est mort il y a des années et par mon biais, il venait lui remettre la fin d'un travail. Massimo Teodorani travaillait depuis 10 ans sur une équation et David Bohm venait lui remettre...
Oui, et lui remettre là. Voilà, exactement. Et donc ça a beaucoup perturbé Massimo Teodorani, qui a complètement, lui qui était un peu frileux au début, a complètement changé son fusil d'épaule, a dirigé ses recherches sur autre chose. Mais ce qui est intéressant dans la question que je lui posais, c'était est-ce que il est possible pour un médium de parler et de discuter avec quelqu'un qui est mort il y a 200 ans? Question, voilà. Est-ce que, avec la physique quantique, c'est possible? Et il me dit cette chose. Évidemment, il y a le non-temps, il y a le non-espace. De l'autre côté, ça, en physique quantique, de plus en plus, on se rend compte que l'espace et le temps sont des données absolument subjectives. Et il me dit cette chose merveilleuse, moi, que je garderai juste. Il me dit, voilà, on sait que quand deux particules sont unies, sont en fusion, sont ensemble, elles vont communiquer et elles vont se lier d'une manière totale, ce qu'on pourrait peut-être appeler l'amour chez les humains. Voilà, deux particules peuvent s'aimer. Ce lien peut s'appeler l'amour. Et puis on va les séparer. Et quand deux particules sont séparées même par des années-lumière, on se rend compte en physique quantique qu'elles continuent de communiquer et que rien n'empêche plus deux particules de communiquer où qu'elles soient, et même si elles sont séparées indéfiniment. C'est incroyable. Il me dit donc, dans les recherches de la physique quantique, on se rend compte aujourd'hui d'abord de la survie de l'âme de plus en plus, et que quand on a été ensemble, quand on a communiqué ensemble, quand on s'est aimé, on va prendre du lien d'amour, qui est une énergie particulière, qui est un lien particulier, ça ne s'arrête jamais. Moi, qui ne suis pas une spécialiste de physique quantique, la manière dont il me l'a expliqué, la manière dont on l'a écrit dans le bouquin, ça m'a convaincue. Donc il me dit à la réponse, à la question posée, oui. À ce moment-là, on peut toujours communiquer avec quelqu'un, tant qu'il y a ce lien d'amour, que ce soit 200 ans, 500 ans, puisqu'en physique quantique, on le démontre aujourd'hui. Donc on peut communiquer avec quelqu'un qui est loin dans l'espace et communiquer avec quelqu'un qui est loin dans le temps. Une cellule communique avec une cellule, une conscience avec une conscience, une âme avec une âme, absolument. Un être avec un être. Absolument. Lisa, ça vous va? Oui, ça me va. Merci. C'était alors quantique, hein, je rappelle l'orthographe de quantique, c'est quantique comme quantité. Oui, bien sûr. Q-U-A. Oui, Q-U-A, bien sûr. Et pas quantique comme chanson. Je le dis tout le temps parce que c'est assez souvent qu'on voit, comme c'est une notion que tout le monde n'a pas, quand on ne sait pas comment ça s'écrit, ce qui est une jolie façon de l'écrire d'ailleurs aussi. C'est pas quantique comme un quantique, comme un chant. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir posé la question, Lisa, parce que la réponse était bien intéressante et nous l'avons eue grâce à vous. Nous sommes avec Patricia Adaré ce soir, qui a écrit « N'ayez pas peur de la vie », c'est édité chez Michel Lafon, et nous parlons du monde invisible qui paraît être une espèce de monde annexe d'une autre, et finalement, si c'était le contraire. Ils sont imbriqués. Voilà. Ce soir, Patricia Adaré, merci d'être venue passer merci à vous, Noël. 2 heures avec nous. N'ayez pas peur de la vie. C'est le titre de ce livre édité chez Michel Lafon. Alors, votre livre s'appelle N'ayez pas peur de la vie et vous dites N'ayez pas peur de la mort. Je dis N'ayez pas peur de la mort parce qu'on a l'impression que la mort est un scandale et que elle n'est pas naturelle. Même quand on meurt jeune? Oui, c'est-à-dire que la mort peut frapper à n'importe quand. On le sait dès qu'on naît, on sait que ça peut arriver n'importe quand. On le sait, mais on ne l'accepte jamais. On ne l'accepte jamais, et même à la fin, même pour une personne âgée, on ne l'accepte pas. Parce que la séparation est une souffrance. Mais parce que la séparation est une souffrance, parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'on ne l'a jamais préparé, parce qu'on ne s'est jamais posé les questions. C'est terrible. C'est pas une punition, c'est l'aboutissement de la vie. À n'importe quel moment, c'est comme ça, il faut se le dire. Et quand je dis n'ayez pas peur de la vie, c'est que je me rends compte que les gens ont une plus grande peur que celle de la mort, c'est de la vie. Et qu'il faut commencer à amadouer, vraiment à amadouer la vie et à l'aimer si on veut en être aimé et pour ne plus avoir peur de la mort surtout. Merci Patricia Adaré. On peut vous entendre sur France Bleu Berry tous les jours de la semaine, de 17h30 à 19h. Votre émission s'appelle Ça vaut le détour. Oui. Vous parlez de ça? Non, pas du tout. D'autres choses. Pas du tout. Oui, non. Parce que finalement, médium, c'est pas votre métier. Ah, c'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Non. Ouais. Non. En tout cas, c'était bien intéressant. Ça nous a ouvert des portes. Et vous dites aussi que des portes, plus on en ouvre et plus il s'en ouvre. Oh oui, sans arrêt, c'est infini.
D'accord. En fait, c'est infini. Et qu'on n'est jamais seul, c'est une bonne nouvelle. À propos de jamais seul, nous ne sommes pas seuls ici non plus en studio, puisque cette émission était réalisée par Joseph Carabalona. Il y a également en régie Alexia Rivière, qui s'occupe de beaucoup de choses ici, et entre autres des appels des auditeurs. Il y avait Ludovic Asselot et Arnaud Caillé à la console. Merci à Sophie Salio-Marie qui était au droit. Demain, nous parlerons aussi de quelque chose d'intéressant, de la puissance des pierres. Et oui, les pierres sont vivantes, les pierres irradient une énergie. On peut juste les admirer parce qu'elles sont belles. On peut aussi profiter de leur énergie et on peut même obtenir des soins. Donc si vous avez des questions ou des témoignages à nous apporter, eh bien, à vos plumes, à vos claviers, la nuit est à vous, @radiofrance.com. Vous pouvez aussi nous appeler sur notre répondeur 01 56 40 69 79. Quand je donne le numéro de téléphone du répondeur, maintenant, ça veut dire que vous pouvez l'appeler dès maintenant pour le sujet de demain, les pierres. Bonsoir à tous et merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous écoutez France Inter, il est 1h du matin.